Avant de s'envoler pour la France, où il prendra part à la commémoration du 70e anniversaire du débarquement en Provence, le président Ouattara a reçu ce mercredi le ministre tchadien du Plan et de la coopération internationale, dans la ligne de mire les relations d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Tchad. 300 enseignants-chercheurs seront recrutés pour réduire le déficit d'enseignants du supérieur, un déficit évalué à près de 2500 enseignants. La première session de la Commission nationale de recrutement des enseignants du supérieur s'est ouverte aujourd'hui. Et puis à l'étranger, l'Irak, où les opérations pour venir en aide aux Yazidis se poursuivent. Le Premier ministre britannique David Cameron, tout juste rentré de vacances, a déclaré aujourd'hui que le Royaume-Uni contribuerait au sauvetage des Yazidis chassés par les insurgés de l'EIIL. Voilà pour le sommaire, il est 20h en temps universel, la même heure à Abidjan. Bonsoir à tous et bienvenue. Le président de la République a quitté aujourd'hui Abidjan pour Paris. Le chef de l'État prendra part à la commémoration du 70e anniversaire du débarquement en province à l'invitation de son homologue français, François Hollande. Vous le voyez sur ces images, il a été accompagné à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par les membres du gouvernement, avec à leur tête le chef du gouvernement ivoirien. Et avant de s'envoler pour la France, le docteur Alassane Ouattara a reçu le ministre tchadien du Plan et de la coopération internationale, Mariam Mahamat Nour, dans la ligne de mire les relations d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Tchad. Le point avec Jérôme Kofi Abolin. Elles ont toujours été excellentes, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Tchad. C'est dans ce cadre que le ministre tchadien du Plan et de la coopération internationale a été reçu ce mercredi par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Madame Mariam Mahamat Nour a indiqué avoir rencontré le président ivoirien en vue de lui remettre un message de la part de son homologue tchadien, Idriss Déby. Nous sommes porteurs d'un message écrit que nous avons transmis à son excellence Monsieur le Président de la République, M. Alassane Draman Ouattara, de la part de son frère et ami, le président Idriss Déby Itno. Et cela rentre dans le cadre de très bons liens entre les deux pays. Et donc, c'est dans le cadre de la concertation permanente entre les deux chefs d'État. Pour Mariam Mahamat Nour, les concertations régulières entre les deux chefs d'État visent non seulement à aborder les sujets liés au devenir de l'Afrique, mais aussi les grandes questions mondiales. On en vient à cette coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne, grâce à laquelle Abidjan vient de recevoir 12 milliards de francs CFA pour appuyer et développer ses programmes de planification familiale, de prévention du VIH-Sida et de préservation de la biodiversité. On en sait un peu plus avec Sidonie Davila. Par cette coopération financière, l'Allemagne vient démontrer une fois de plus sa détermination à soutenir les initiatives du gouvernement en matière d'équilibre familial, de bien-être de la femme et de l'enfant, mais aussi de santé de l'environnement. Par cet acte, l'agence allemande KfW peut enfin décaisser les ressources d'un montant total de 17 millions d'euros. 12 millions d'euros sont prévus pour le projet planification familiale et 5 millions d'euros pour la protection de la biodiversité au parc Taï. Cet accord relatif à la coopération financière, dira le ministre des Affaires étrangères Charles Kofi Dibi, permettra à la Côte d'Ivoire de faire face à un certain nombre de problèmes liés au développement durable et d'apporter une contribution appréciable au secteur de la santé. Je vous prie de bien vouloir transmettre aux autorités allemandes la profonde gratitude du gouvernement ivoirien pour les gestes d'amitié et de solidarité remarquables que la République fédérale d'Allemagne vient de démontrer à l'égard de la Côte d'Ivoire, dans le sens souhaité du raffermissement des relations entre nos deux pays. Cet acte important dans la coopération bilatérale a été apprécié par la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anou Loto, et le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Alakwadio Rémy. Ils ont promis faire bon usage des fonds alloués à leur ministère. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a fait don ce matin d'un véhicule d'escorte au président de la Banque africaine de développement BAD,
Véhicule remis par le général Cissé, directeur de cabinet adjoint du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Représentant à cette cérémonie le ministre Ahmed Bakayoko, au colonel Kouyaté Youssouf, vous le voyez en image, est responsable du centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO, qui a à son tour remis les clés au commissaire Beba Pakom, chef de l'unité spéciale de police auprès de la BAD. Elles sont au nombre de 108, ces personnalités qui arborent fièrement depuis hier leurs médailles épinglées sur leur poitrine. Elles ont été décorées par la grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri-Diabaté. Sur les 108 personnalités, 37 femmes, 40 personnalités élevées dans les différents grades de l'Ordre national et 68 autres dans l'Ordre du mérite ivoirien ont eu la reconnaissance de la nation pour la qualité, le mérite et le travail. Bien fait, Marie-Laure Magniessé, Gabriel Zani. 108 Ivoiriens et non-Ivoiriens relevant de tous les secteurs d'activité ont été décorés. 40 dans l'ordre national et 68 dans l'ordre du mérite ivoirien. Parmi eux, 37 femmes. Ces distingués entrent désormais dans les ordres officiels de la République. Celui ou celle qui détient une médaille porte une responsabilité morale vis-à-vis de ses contemporains. Il doit rester en tout temps et en tout lieu à la hauteur de cette reconnaissance de la nation. Choisis pour leur dévouement, assiduité et abnégation au travail, la décoration de ce mardi 12 août vient comme un couronnement des efforts consentis au travail. Je suis heureuse et je dis tout simplement merci au président de la République, merci au patronat ivoirien. Les mots que la chancelière nous a dit, nous allons nous en approprier pour donner beaucoup d'autres, pour être des exemples permanents. C'est un sentiment de fierté. La reconnaissance de la nation est quelque chose de gratifiant. Cela nous convainc que nous sommes sur la bonne voie et que le travail est reconnu. La décoration est le débouché d'un processus de différentes étapes. Des enquêtes sont menées où des appels à propositions sont adressés par la grande chancelière à différents responsables administratifs et leaders d'opinion. De simples citoyens peuvent aussi signaler l'exemplarité de certaines personnes. Ces propositions sont mises en examen par le Conseil de l'Ordre de la Grande Chancelière pour légitimité, puis soumises à l'appréciation du président de la République. La décoration est donc la fin de ce processus minutieux, truffé de bons témoignages. Les récipiendaires de ces titres honorifiques sont des Ivoiriens et des non-nationaux issus de tous les secteurs d'activité de la vie nationale, vous venez de le voir, dont des agents de service public, du privé, des journalistes, des sportifs, des artisans et des religieux. Leur réaction toujours au micro de Marie-Laure Magniessé et Gabriel Zani. Mes premiers mots vont à l'endroit du chef de l'État. Je voulais le remercier pour cette marque de reconnaissance et aussi remercier la grande chancelière qui est pour nous, les femmes, un modèle. Je voudrais remercier le chef de l'État, remercier la grande chancelière. Je voudrais retourner cette distinction-là dédiée à l'ensemble de la jeunesse et je voudrais demander à toute la jeunesse de prendre des initiatives, de mener des actions et d'aller à l'effort pour qu'eux aussi un jour ils puissent mériter la reconnaissance de l'État. 32 ans a servi la Côte d'Ivoire, aujourd'hui ce mérite est reconnu. Je voudrais donc dédier cette distinction à la jeunesse ivoirienne, à toute la Côte d'Ivoire et à ma région, le Bafing. Recevoir la reconnaissance de la nation ivoirienne m'invite à aller plus en avant dans tout ce que je fais pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Je remercie le chef de l'État et le gouvernement de Côte d'Ivoire pour avoir reconnu mes mérites, pour avoir reconnu ma fidélité au poste, pour avoir reconnu ma probité. 10 millions de francs CFA pour intensifier la campagne nationale de prévention contre la fièvre Ebola. Le geste est d'une banque de la place au profit du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. La cérémonie de remise du chèque a eu lieu hier. La ministre en charge de la Santé s'est rendue au siège du groupe pour visiter le dispositif de prévention et de sensibilisation mis en place au sein de la structure. Une action globale, transversale, intensive et acharnée. Voilà ce qu'il faut pour lutter contre l'entrée du virus Ebola sur le territoire ivoirien. En remettant ce chèque de 10 millions de francs CFA à la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, cette structure bancaire de la place participe ainsi à la campagne nationale dénommée « Mobilisons-nous contre l'Ebola ». Raymond Goudou Kofi situe ici l'intérêt de ce geste. Nous venons de recevoir 10 millions de nos francs CFA. Nous allons l'affecter au niveau de tous nos postes avancés.
en termes de contribution à l'achat de gants, de bavettes, donc de protection pour les agents de santé, mais également de protection pour les agents du ministère de la Défense et du ministère de la Sécurité et de l'Intérieur. Ils sont aux frontières et ils ont besoin non seulement d'être soutenus, mais ils ont également besoin d'être protégés contre une éventuelle contamination. Nous sommes sensibles à la santé de nos agents et à celle de notre clientèle. La mise en œuvre de notre dispositif interne, tout comme ce geste, répond à un souci de faire appliquer les consignes de prévention et de sensibilisation proposées par le gouvernement, a déclaré pour sa part Tchemoko Yade Koulibaly, président du conseil d'administration de cette banque. Ce geste a été rendu possible grâce à l'action du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG. 300 chercheurs enseignants seront recrutés pour réduire le déficit d'enseignants du supérieur, un déficit évalué à près de 2500 enseignants. La première session de la Commission nationale de recrutement des enseignants du supérieur s'est ouverte aujourd'hui à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. La recette devrait permettre d'analyser les 517 candidatures recueillies. Les universités publiques souffrent d'un déficit d'enseignants-chercheurs. Le besoin en enseignants, estimé à 2500, va croissant chaque année avec l'arrivée de nouveaux bacheliers. Conséquence, un niveau d'encadrement très faible des étudiants. Quand on affiche, on programme les cours, il y a un manque d'enseignants. Et souvent, ils sont à Korogo, on nous dit qu'ils sont à Boaké. Et quand c'est comme ça retarde aussi. Une situation face à laquelle le gouvernement entend réagir. 300 enseignants-chercheurs seront recrutés par la Commission nationale de recrutement des enseignants du supérieur. Il s'agit de recruter les compétences nécessaires et indispensables au fonctionnement de notre système actuel qui en a grand besoin. L'année dernière, nous avions uniquement 220 postes. Et cette année, il y a un léger mieux. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique souhaite recruter des enseignants de qualité. Si la Commission recrute des enseignants de qualité, on est presque assuré qu'on aura un enseignement de qualité. Nous avons la responsabilité de former notre jeunesse, de lui donner le meilleur enseignement possible. Je vous invite à une sélection très rigoureuse. 517 candidats titulaires de doctorat et autres diplômes, dont 435 nationaux et 82 de la diaspora sont en liste pour ces 300 postes d'assistants de l'enseignement supérieur. Il est 20h12 à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Le directeur général de la RTI y était vendredi dernier, ainsi que Traoré Salif dit Assalfo, lead vocal du groupe Magic System. Amadou Bakayoko et Assalfo étaient les conférenciers de la 5e édition du camp mondial de la jeunesse organisé par l'ONG International Young Fellowship. Ils ont appelé les plus de 1500 jeunes présents à plus d'ardeur dans le travail. Le compte-rendu de Serge Coléa. La 5e édition du camp mondial de la jeunesse organisée par l'ONG International Youth Fellowship a réuni à Yamoussoukro plus de 1500 jeunes. Ils sont venus partager leurs expériences, s'instruire du parcours de certains modèles de la jeunesse et s'imprégner des valeurs essentielles de la vie. Cette année, les participants ont été entretenus par l'artiste-chanteur Traoré Salif alias Assalfo et Amadou Bakayoko, directeur général de la RTI. 2 exemples pour la jeunesse. Assalfo, leader du groupe Magic System et ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO en charge de l'alphabétisation et de la culture de la paix. Il appelle les jeunes à être patients et à avoir foi en ce qu'ils font. Pas qu'on s'étale aujourd'hui de dire c'est parce que nous sommes talentueux, c'est parce que nous sommes forts que nous sommes là. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'artistes talentueux, il y a beaucoup d'artistes qui savent mieux chanter même que nous. Si nous sommes là aujourd'hui, il y a eu quelque chose, c'est la persévérance. Parce que dans la persévérance, il y a la patience, il y a la foi en soi. Lui emboîtant le pas, le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, a invité ces jeunes au travail dans l'humilité pour être demain des leaders. Je crois qu'inculquer de vraies valeurs d'excellence, de développement à ces jeunes est une initiative louable. 136 pays à travers le monde participent à cet événement qui
est désormais un village planétaire construit et habité par des jeunes du monde entier qui se rencontrent sur une période donnée pour partager et communier. Un mot de culture avec ce record. Après 14 années de silence, le nouvel album de la star du reggae, Ismaël Isaac, sera dans les bacs dès demain. L'œuvre sonore baptisée Je reste propose 14 titres. La présentation du nouvel album a eu lieu hier au plateau. On fait le point avec Ahmed Traoré et Serge Gangomé. Après 14 ans d'absence, l'artiste Ismaël Isaac refait surface avec un nouvel album. Une œuvre musicale de 14 titres, dont Je reste est le titre phare. L'œuvre est enregistrée à Abidjan, à Paris et à Londres. Des moyens importants sont mobilisés par le staff managérial de l'artiste pour la promotion de cet album hors de nos frontières. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde planétaire. Les featuring, c'est des brassages de musique. Et ce brassage de musique-là aujourd'hui, c'est ce qui permet d'ouvrir les portes à l'international. Et c'est la première fois, comme vous l'avez dit, qu'Ismaël Isaac fait des featuring. Et j'espère que ça nous aidera à la promotion de cet album. À travers cette dernière œuvre musicale, Ismaël Isaac invite les jeunes Africains à demeurer sur le continent pour participer à son développement. Chaque titre est significatif, non? Moi, c'est beaucoup, comme d'habitude, social, la paix, l'amour, voilà quoi. Et puis bon, il y a une chanson Je reste qui est quand même beaucoup dans l'actualité. Et selon les jeunes qui prennent par la pirogue aller mourir dans la mer, j'ai dit non. Bon, ça dit qu'on peut rester en Afrique pour construire l'Afrique. Cet album, sans doute, contribuera à la réduction de l'immigration clandestine des jeunes Africains en Occident, ainsi que tous les dangers qui en découlent. Troisième jour de diffusion de notre série sur le cinéma nigérian Nollywood. Après l'historique et les chiffres, la rédaction vous propose une incursion dans la cuisine cinématographique nigériane. Acteurs, producteurs, réalisateurs, techniciens, qu'en est-il de leur environnement de travail, leurs contraintes et défis relatés dans ce reportage de Christelle Menat. Surulere, un des quartiers généraux de la production cinématographique à Lagos. Nous sommes dans le mainland, au cœur de cette mégapole de plus de 17 millions d'habitants. Ici, on tourne avec les moyens du bord. De simples villas abritent des studios de production, car la plupart des réalisateurs et producteurs ne peuvent pas se permettre des tournages, à l'image des superproductions hollywoodiennes. Découverte. Au Nigeria, le budget moyen d'un film oscille entre 10 et 20 millions de francs CFA. C'est le coût de production de seulement 4 secondes d'un blockbuster américain. 3, 2, 1, action! Pas de chiffres concernant les bénéfices qui sont fonction du genre de film ou des acteurs impliqués. Mais il arrive que le film ne rapporte rien à cause du piratage surtout. Le producteur se retrouve débiteur de ceux qui l'ont financé, famille, amis ou investisseurs. Les personnes à qui on emprunte de l'argent ne prêtent pas de nous assez. Produire un film à Nollywood est un risque énorme, une aventure difficile parce que le secteur privé et les multinationales n'apportent aucun soutien financier. Les institutions financières qui prêtent des fonds pour faire des films ne sont pas à mesure de le faire car impossible de savoir comment l'argent circule dans le cinéma. Pour augmenter les profits et mieux se vendre aux 450 ethnies du pays, la production nigériane se convertit à l'anglais. C'est désormais un critère de casting que de manier la langue de Shakespeare, mais pas seulement. Ces jeunes acteurs, les yeux pleins de rêves, doivent aussi rivaliser de talent pour pouvoir partager l'affiche avec une star confirmée. En tant que jeune actrice au Nigeria, la première difficulté est de découvrir son identité et de l'imposer. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans cette industrie depuis plus longtemps que toi. Ce sont souvent des personnes, des stars qu'on a admirées à la télé étant petits. Et aujourd'hui, nous partageons la même scène. Nous travaillons ensemble. Ça peut être impressionnant et intimidant quelquefois. Mais avec le temps, j'ai appris à surmonter tout cela. Pour espérer être star de cinéma à Nollywood, il faut certes faire montre de talent, mais il faut aussi multiplier les tournages. Ça tombe bien, il y en a des dizaines presque toutes les semaines dans le pays. Ici, on tourne vite, 2 semaines en moyenne. Action! En
Environ 1000 films produits par an, c'est le pays le plus productif au monde après l'Indien Bollywood. Et pour encadrer le milieu, le gouvernement nigérian a mis en place certaines structures, parmi elles le Bureau national de la censure des films et vidéos. On procède à une classification pour les films qui sortent en salle de cinéma. Quant au home vidéo, nous avons des mécanismes de censure. Il s'agit de couper les scènes trop sanglantes ou à connotation sexuelle. Nous avons 32 critères pour la classification et la censure des films. En matière de classification pour le cinéma, nous faisons beaucoup de sensibilisation. Informer les Nigérians sur le régime de classification 18 ans signifie que le film ne peut être regardé que par les personnes âgées de 18 ans et plus. Mais pour le même film en home vidéo, les parties concernées seront simplement ôtées. Parce que même s'il n'est autorisé qu'aux plus de 18 ans, les personnes mineures peuvent y avoir accès sur le marché. Nous ne voulons pas que des enfants aient accès à des films qui peuvent les heurter. Une censure très tatillante sur les connotations sexuelles des vidéos et beaucoup moins alerte sur les scènes de violence parfois extrêmes. Sans doute parce que le Nigeria reste un pays très attaché à la religion. Qu'importe, c'est un cinéma fait par les Africains pour les Africains, un cinéma qui s'assume. Entre divertissement et prosélytisme, les productions sont en majorité des satires sociopolitiques, histoires d'amour ou de jalousie, de sorcellerie ou de religion. C'est le vécu africain et c'est aussi le secret de réussite de cette machine à rêve. Des tournages au pas de course, des productions pas toujours rentables à cause du piratage. Ils sont nombreux les défis de ces acteurs, producteurs et réalisateurs nigérians. Et même quand le film est bouclé, il faut songer à le vendre. Comment est organisé le circuit de distribution? Nous en saurons un peu plus demain dans le 4e épisode de notre série Nollywood. C'est maintenant l'heure de la tribune économique de la rédaction EcoPlus et on s'intéresse ce soir à la plateforme de partenariat public-privé vieille de 2 ans. Les acquis sont significatifs. Ils portent essentiellement sur des remises d'équipements et d'infrastructures de base, des protocoles d'accord d'un montant de plus de 19 milliards de francs CFA. Le Ghana et le Cameroun ont décidé de s'inspirer de l'exemple ivoirien dans le domaine de la cacaoculture. À l'occasion de la 2e conférence mondiale du cacao à Amsterdam, la Côte d'Ivoire a même été distinguée. EcoPlus ce soir est signé Noël Gnagno. La plateforme de partenariat public-privé dans la filière du café cacao, à l'origine, un basique. L'État seul ne peut pas tout faire. Comme le secteur privé, en aucun moment et en aucune circonstance ne peut se substituer à l'État. Simple question de réalisme économique et financier pour le secteur agricole où les besoins d'investissement sont transversaux. Le secteur agricole a une spécificité qui est qu'il a à la fois des exigences internes qui nécessitent de gros investissements et en même temps, il y a des contraintes qui ont un caractère transversal du point de vue mesure d'accompagnement. Ici, par rapport à cette spécificité, en plus des activités de production et de commercialisation, il y a en même temps des investissements dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique humaine et même des infrastructures routières. Aujourd'hui, on parle du travail des enfants. Mais si un enfant doit faire 10 km à pied, il va sans dire qu'il n'ira plus à l'école. Donc il faut rapprocher, il faut construire davantage des écoles pour les producteurs de cacao. Or, les ressources publiques sont de plus en plus rares. Pire, dans le cas de la cacaoculture, notre centre d'intérêt, le verger est vieillissant, les producteurs aussi. 60% des producteurs de cacao ont plus de 60 ans. Promouvoir une économie cacaoyère et caféière durable dans un tel environnement nécessite une concertation permanente entre les acteurs impliqués dans la chaîne des valeurs de la filière. Café Cacao, organisations non gouvernementales, firmes phytosanitaires, exportateurs, chocolatiers, ministères, structures nationales, partenaires techniques et financiers, coopératives. 12 mai 2012, la plateforme voit le jour en présence de la tutelle. À ce jour, 4 plénières se sont tenues à raison de 2 par an et la mobilisation est toujours massive. Votre présence massive et distinguée dénote de votre intérêt pour tout ce qui touche à la filière café-cacao et surtout de votre conviction que la plateforme de partenariat public-privé est une approche pouvant réellement contribuer au développement durable des économies caféières et cacao de la Côte d'Ivoire.
Au-delà des plénières, les groupes thématiques mènent des réflexions approfondies sur les problématiques de la filière. Il s'agit entre autres de la durabilité du cacao, de la productivité, du développement communautaire, de la lutte contre les pires formes de travail des enfants, enfin de la lutte contre la maladie du Scholenschut. Un vœu est formulé sur l'exploitation des recommandations de ces réflexions. Les groupes thématiques ont réalisé pas mal d'études. Comment les recommandations des groupes thématiques remontent au niveau de la plénière pour que nous prenions les leçons pour modifier la politique en matière de café-cacao. Pour l'heure, les acquis sont réels. Les clés de l'ambulance au profit de nos braves populations paysannes. Toujours au niveau des acquis, on note 7 protocoles d'accord signés avec des partenaires tels Cargill, Mars, la Banque mondiale pour un montant total d'environ 19 milliards de francs CFA et 2 mémorandums avec Mondelez et Yanovel. Au niveau international, la Côte d'Ivoire fait école en la matière. Le Ghana et le Cameroun ont décidé de s'inspirer de l'exemple ivoirien. Mieux, la Côte d'Ivoire est distinguée à Amsterdam à l'occasion de la 2e conférence mondiale du cacao au grand bonheur du compatriote Jean-Marc Anga, directeur exécutif de l'ICCO. Pour moi, c'est d'abord une fierté de voir un pays leader en plus manifester son leadership d'une manière positive. Mais en tant qu'Ivoirien, il se trouve que je suis doublement fier parce qu'il s'agit de mon pays. Une satisfaction certes, mais attention à la surproduction. Attirer l'attention des autorités sur le fait qu'en même temps que des efforts conséquents sont faits pour lesquels nous honorons aujourd'hui la Côte d'Ivoire, il faut garder l'œil sur l'évolution de la production. Cette évolution doit être graduelle, elle doit être raisonnée. Sur la question, le Conseil a sa petite idée. C'est une question stratégique. Nous avons en notre sein une cellule de veille et nous avons déjà adressé cette question. Nous l'avons dit à l'ICCO Amsterdam, nous l'avons dit aussi à Davos. Il est plus qu'important qu'ensemble, avec les partenaires, nous puissions adresser la question de prix. Si on veut assurer donc que les jeunes générations prennent la relève. Les producteurs, eux, ont une autre préoccupation à souligner. Nous souhaitons avoir encore un prix un peu plus élevé par rapport au prix que nous avions maintenant. La prime de certification permet aux paysans aujourd'hui, où ils n'ont rien, quand on donne la part planteur, aujourd'hui, il utilise ça pour pouvoir traiter sa plantation, il utilise ça pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Donc je pense que la certification dans la plateforme a une place très importante pour les paysans. Une chose est sûre, la Côte d'Ivoire vient d'ajouter à sa performance, premier producteur de cacao au monde, une nouvelle référence, celle de pays pionniers dans la mise en place de la plateforme de partenariat public-privé avec 2 pays à son école, le Ghana et le Cameroun. Voilà, c'était EcoPlus proposé par le service économie de la rédaction, signé ce soir de Noël Gnagno. 3e titre et dernier virage de ce journal, l'étranger, direction l'Irak, où les opérations pour venir en aide aux Yazidis se poursuivent. Le Premier ministre britannique David Cameron, tout juste à rentrer de vacances, a déclaré aujourd'hui que le Royaume-Uni contribuerait au sauvetage des Yazidis chassés par les membres de l'État islamique à l'issue d'une réunion de crise sur l'Irak. Des plans précis ont été adoptés et le Royaume-Uni y participera, tout comme il l'a fait en envoyant des avions et de l'aide britannique afin d'aider à survivre ces personnes qui se trouvent dans une situation désespérée, a déclaré David Cameron. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. À très vite. Bonsoir.